Merci. Merci, Monsieur le Président, cher Denis Collet, de ces mots de présentation tout à l'heure, sûrement trop indulgents. Chers collègues et amis, Mesdames, Messieurs, je commencerai par remercier le conseil d'administration de l'Association française de chirurgie pour l'insigne honneur qu'il m'a fait en me confiant la présidence de ce 118e Congrès français de chirurgie. Vous êtes ici, dans l'amphithéâtre Bordeaux. Notre président est de Bordeaux. N'y voyez pas le moindre message subliminal en vue d'élections éventuelles futures. Au moment de prendre la parole devant vous, je veux associer à cet instant privilégié tous mes collègues, amis et complices de longue date pour beaucoup, qui en auraient certainement été aussi dignes. Je suis fier de ce titre de président du Congrès qui, bien qu'éphémère, représente une reconnaissance du travail accompli au sein de l'école chirurgicale du Centre hospitalier universitaire de Besançon, dont je suis issu, et comme ça a été évoqué, ainsi que de mon implication nationale dans la représentation de notre discipline et des relations que j'ai pu établir pendant 20 ans en Chine. Mais il ne fait aucun doute pour moi que ma fidélité de plus de 30 ans à l'Association française de chirurgie, comme elle a été rappelée, mon implication constante comme membre du conseil d'administration pendant 12 ans et vice-président pendant 6 ans ont été déterminantes. C'est le moment pour moi de remercier mes mentors au sein de l'AFC, le professeur Michel Malafosse, Christian Meyer et Jean-Pierre Arnaud. Comme beaucoup de mes prédécesseurs à cette tribune, je crois qu'en fait j'ai toujours eu beaucoup de chance. Ma première chance a été d'avoir des parents qui m'ont laissé libre de faire ce que je souhaitais. Ma décision initiale de faire médecine à la faculté de Lyon était guidée par un ami, alors que tout m'orientait vers une carrière scientifique et que je ne connaissais absolument rien au milieu médical. Je considère comme une deuxième chance la décision rectorale de conditionner l'allocation de ma bourse d'études à mon maintien dans ma subdivision administrative. Habitant à l'époque dans le Jura, département de la région de Franche-Comté, je me suis alors dirigé vers Besançon. À Besançon, vieille ville prétendument espagnole, en fait uniquement pour les besoins de la rime de Victor Hugo, qui y est né, tout était à faire, sûrement plus qu'à Lyon, où la concurrence aurait été plus rude, que dans cette école de médecine, dépendant de Nancy, mal logée dans l'ancien arsenal militaire de Vauban, en face du vieil hôpital Saint-Jacques construit par Louis XIV. En fait, 2 ans plus tard, grâce à la loi Robert Debré, une faculté autonome et un centre hospitalier régional universitaire étaient créés. L'engagement de jeunes professeurs dynamiques, ambitieux, venus des 4 coins de la France après 1968, allait permettre une mise à niveau indispensable. Il a quand même fallu 40 ans pour qu'une structure hospitalo-universitaire digne de ce nom remplace enfin les locaux historiques. Le temps des gastrectomies en 30 minutes sous anesthésie locale, des amputations de membres d'emblée pour traumatisme délabrant allaient céder la place à une chirurgie moderne, filiarisée, avec des équipes de chirurgiens à temps complet et des échanges pluridisciplinaires permettant de réduire progressivement la fuite des patients vers les centres français plus réputés. L'arrivée de l'échographie, dont nous avons bénéficié les tout premiers à Besançon grâce à notre patron de radiologie Francis Veil, puis du scanner, de l'IRM, la création de salles de réveil, de réanimation, en même temps que partout ailleurs, allait nous rendre plus ambitieux. C'est dans ce contexte qu'on peut qualifier de mélodie du bonheur, accompagnant le baby-boom et les 30 glorieuses, que j'ai franchi les différentes étapes de ma carrière, en commençant par être nommé externe des hôpitaux. Résultat à l'époque d'un vrai concours sélectif et surtout passage obligatoire pour une carrière hospitalo-universitaire. Avec d'autres, je suis d'autant plus fier de cette nomination en 1967 que le concours allait être supprimé en 1968. Une autre chance a été la possibilité de quitter la filière de gastro-entérologie médicale
initialement choisi pendant mes 2 premières années d'internat, mais me paraissant trop contemplative à mon goût à cette époque, pour rejoindre le service nouvellement créé du professeur Michel Gillet, que je salue aujourd'hui. Après avoir accepté d'être mon patron, il l'a été pendant 18 ans, il est resté mon maître, m'a appris la chirurgie et donné l'envie de l'enseigner. La chance de devenir chef d'un service reconnu et très actif. À son départ pour Lausanne, 4 années après mon agrégation, était cette fois atténuée par la crainte légitime que le costume ne soit un peu difficile à porter, et pas seulement à cause de notre différence de gabarit, mais surtout du fait de la rupture d'une collaboration harmonieuse dont chacun pouvait mesurer le bénéfice. Nous nous entendions très bien, l'un dans le respect du maître, l'autre dans l'acceptation, quand même un peu vigilante, du développement de l'élève. Il a fallu beaucoup d'énergie et de pugnacité pour poursuivre le développement d'un service de chirurgie viscérale et vasculaire, à l'époque polyvalent, référent de toute une région, impliqué dans un programme de transplantation hépatique. La promotion de la cancérologie chirurgicale, avec mise en place d'une réunion pluridisciplinaire hebdomadaire dès 1992, bien avant les recommandations de l'INCa, la prise en charge de toutes les urgences viscérales avec une équipe de garde sur place 24 heures sur 24, puis le transfert de la chirurgie vasculaire à des spécialistes dédiés ont contribué à donner au service son image actuelle. Pendant toutes ces années, les avis des collègues plus aguerris, mon maître bien sûr, mais aussi d'autres que je tiens à saluer, appartenant au groupe de travail des chirurgiens hospitalo-universitaires, le GTCHU, maintenant en veilleuse, et en particulier Jean-Pierre Favre, ici présent aussi, ont été déterminants. Notre complicité de plus de 20 ans avec Jean-Pierre m'autorise à dire combien ses conseils ont été précieux, même au travers d'aphorismes maintenant célèbres, toujours pleins de bon sens et de sagesse. Tous deux, nous avons vite compris l'intérêt d'une union forte entre nos 2 services distants de seulement 90 km, avec entre autres la mise en place d'enseignements communs et d'échanges réguliers d'internes puis de chefs de clinique, anticipant ainsi bien avant la loi la quasi-fusion de nos 2 universités. Tout n'a pas été parfait, mais j'espère avoir transmis au professeur Bruno Heyde, qui me succède, un outil de travail adapté et performant. Maintenant, je voudrais vous parler de notre métier, la chirurgie, et vous dire, à la manière de Jean-Luc Godard, sans me prendre pour lui, 2 ou 3 choses que je sais d'elle. Je vous confirme d'abord, comme mon prédécesseur à cette tribune l'an dernier, Denis Castin, que nous avons la chance de faire un métier extraordinaire et passionnant. Extraordinaire à la mesure de l'évolution technologique sans précédent des 40 dernières années et qui prend tout son sens sans trop insister à la lecture des résultats de la cancérologie digestive chirurgicale dans le domaine de la transplantation et de la prise en charge des traumatismes abdominaux. Je n'insiste pas sur l'approche laparoscopique, souvent qualifiée, à l'étranger en particulier, de 2e révolution française, mais je dois vous confier que malgré mon scepticisme initial, j'aimerais pouvoir tout recommencer en chirurgie robot assistée. Mais être chirurgien, c'est plus qu'opérer, et même et surtout à l'heure du contact opératoire minimalisé. Comme l'a rappelé notre ami Peter Vogt, à l'occasion de sa présidence du Congrès allemand de chirurgie l'année dernière, résumer la chirurgie à des actes techniques, c'est accepter de réduire le chirurgien à un rôle de technicien, comme le font d'ailleurs un certain nombre de nos décideurs. Ce qui est passionnant dans notre métier, c'est de savoir faire preuve de toute l'empathie nécessaire avec les malades et leurs familles, quand tout va bien, et c'est facile et gratifiant, mais aussi quand c'est plus compliqué, avant l'opération et surtout après. Le savoir-être est aussi un savoir-faire qui mérite d'être mieux enseigné. Dans le même registre, je continue à penser que le suivi des opérés par l'opérateur est un critère majeur de qualité de leur prise en charge. Nos constatations et gestes opératoires, pour aussi précises
que puisse être leur transcription, légalement indispensable, ont rarement la rigueur d'un système binaire informatique garantissant le transfert réel du vécu. C'est pourquoi, et sans remettre en cause les bénéfices des récentes mesures de sécurité tirées de l'aviation civile, comme la checklist, la comparaison de notre métier avec celui de pilote me paraît simpliste, voire réductrice, comme l'a d'ailleurs souligné récemment Richard Vullet dans un éditorial du journal de chirurgie viscérale. Comme chirurgien académique, au sens anglo-saxon du terme, très impliqué dans la représentation de notre profession, je pense pouvoir dire aussi que les études médicales me paraissent trop longues. Et je pense que c'est le moment de le dire aujourd'hui. Comment justifier qu'il faille 13 ans pour boucler un cursus de chirurgie ? Plutôt que de réduire le 3e cycle, comme cela a été envisagé, alors que c'est le véritable moment d'apprentissage professionnel, ne pourrait-on pas supprimer la dernière année du 2e cycle, d'autant qu'elle n'est plus qu'un bachotage, précédant un examen national classant, complètement inefficace pour l'orientation dans des filières précocement spécialisées. L'intégration des études médicales dans le schéma européen LMD, comprend licence, master, doctorat, permettrait pendant ce 2e cycle de 3 ans, correspondant à la lettre M du LMD, la validation d'unités de valeur ou crédits à regrouper en fonction des prérequis de chaque filière. Le choix des spécialités serait probablement moins aléatoire et l'intégration dans la filière plus immédiate et surtout motivée. Conséquence déjà anticipée de la filiarisation précoce, l'hyperspécialisation, qui est désormais la règle en chirurgie, est certainement la source de réels progrès. Mais il est probable qu'elle va entraîner la nécessité d'une réorganisation, en particulier au niveau des urgences. La réticence, voire le refus du chirurgien à engager sa responsabilité dans la prise en charge urgente d'une lésion éloignée de son domaine de compétence, a été évoqué très sérieusement lors du dernier congrès de la SOFCOT, où j'étais invité à donner mon avis, qualité de président de l'Académie nationale de chirurgie. L'exigence de qualité liée à la quantification des actes que tutelle et assureur nous conseillent, voire nous imposent, et probablement à juste titre, va se trouver ainsi confrontée à la dure réalité organisationnelle. La réflexion mérite d'être anticipée avant la création par nos administrations d'antennes chirurgicales d'accueil des urgences fonctionnant sur le modèle actuel, discutable, des urgences médicales. Pour terminer ces considérations sur notre métier, je voudrais parler d'un sujet d'actualité, le burn-out. Cette situation d'épuisement professionnel est de plus en plus à l'ordre du jour, avec des conséquences sérieuses de démotivation, de démission, d'addiction ou plus grave encore. Et on comprend bien le risque sur la qualité des soins. Ma démarche n'a rien de malsain, mais elle revêt plutôt un caractère pédagogique. Ces événements, qu'on peut qualifier de très indésirables, pour utiliser un terme à la mode, doivent amener nos tutelles à réfléchir aux risques de fragilisation et de saturation liés à la multiplication des obstacles et des contraintes sur notre parcours professionnel, et cela dès la phase initiale. Un concours de première année avec un taux de réussite très bas, dont l'intitulé d'ailleurs change tous les ans, un examen national classant dont j'ai déjà évoqué les limites, et enfin des concours hospitalo-universitaires dont les prérequis sont constamment à la hausse. À ce sujet, permettez-moi une parenthèse pour vous dire que, comme ancien membre du CNU de notre spécialité, je souhaite insister sur le très haut niveau scientifique, considéré il y a une trentaine d'années comme inaccessible, des candidats actuels, et qui sont, en plus, également tous des chirurgiens très remarquables. Je leur souhaite de garder cette énergie et ce niveau d'excellence. Néanmoins, au bout du compte, et pendant les 30 à 35 années que dure notre carrière professionnelle, la succession des réformes qui rend difficile leur assimilation, les tracasseries administratives qui se multiplient, voire le manque de considération difficile à accepter au regard des sacrifices consentis et des efforts fournis,
augmente encore pour tous, chirurgiens du privé comme du public, un stress déjà inhérent à notre métier. Il paraît aujourd'hui nécessaire qu'une prise en compte globale de ce problème de vulnérabilité des professionnels de santé et plus spécialement des chirurgiens aboutisse à des solutions tenant compte des réflexions dont je viens de vous faire part. Pour terminer maintenant dans un autre registre, et ce sera le dernier, j'aimerais vous montrer comment la chance, toujours, mais aussi un petit verre, VER, de 2 mm, ont pu ouvrir des horizons inconnus et favoriser 20 ans de tribulation tellement improbable d'un franc-comtois en Chine. Le point de départ est, probablement certains l'ont compris, l'échinococcose alvéolaire, parasitose mal connue, bien que développée dans pratiquement tout l'hémisphère nord de la planète, et en particulier dans notre région, l'Est de la France. Considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme une maladie négligée, elle détruit le foie en 10 ans, comme l'a précisé Denis Collet, et était considérée comme incurable dans les années 80. Elle a été notre motivation pour prendre, avec Michel Gillet en tête bien sûr, une orientation chirurgicale hépatobiliaire qui, bien que non exclusive, nous a amenés à débuter la transplantation hépatique dans notre centre de Besançon dès 1986. Après la publication des 6 premiers cas, 2 années plus tard, un jeune doctorant chinois nommé Wen Hao est venu dans le service et y a séjourné à plusieurs reprises. Son intérêt était lié à l'efficacité de notre approche agressive, un peu inédite, et à l'envie de la transposer dans sa province du Far West de la Chine, le Xinjiang, zone d'endémie très forte de la maladie en pleine Asie centrale. Il a fallu démontrer sur place, dans le Far West, la faisabilité des hépatectomies pour cette indication, dans le contexte charmant, mais très rustique, du vieux centre hospitalier universitaire abandonné par les Russes à Urumqi, la capitale de la province. Je suis particulièrement fier d'avoir été le témoin actif de l'évolution des mentalités sur certains sujets, en particulier éthiques, et du développement de ce centre, devenu maintenant un hôpital de plus de 3000 lits, conforme aux plus hauts standards occidentaux, dans le même temps que la ville, autrefois étape mythique sur la route de la soie, se transformait en une métropole moderne de 5 millions d'habitants. Mon grand ami Wen Hao est bien entendu devenu professeur et même directeur de son CHU, mais il a su garder l'énergie pour appliquer le premier au monde à cette pathologie parasitaire la technique d'hépatectomie extrême ex vivo, suivie d'autotransplantation, réduisant ainsi le recours à la transplantation hépatique. Nous l'avions imaginé, il l'a fait. L'élève a dépassé le maître, et c'est bien une des sources du progrès. C'est le moment, pour moi, maintenant d'essayer de surmonter mon émotion pour évoquer le souvenir de Pierre-Olivier Denuet et Benjamin Ramu, nos 2 jeunes chirurgiens morts tragiquement il y a maintenant 10 ans, le 19 octobre, au service de la greffe de foie. En même temps que cette pensée pour eux et leurs familles, permettez-moi de rendre hommage à tout mon service, ainsi qu'à la communauté chirurgicale très présente dans ce moment très difficile, sans oublier ma famille, et plus particulièrement Françoise, mon épouse, ici présente, à mon côté, comme toujours, qui m'ont permis de surmonter cette terrible épreuve. Et aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi d'être le président de ce congrès, qui réunit des chirurgiens de tous les horizons, des hommes, des femmes, du privé, du public, universitaires ou non, en formation ou déjà gradués, de différents pays francophones, et même d'ailleurs, bienvenue à nos amis américains, ainsi que des infirmières, sans lesquelles la notion d'équipe n'existerait pas. À toutes et à tous, je souhaite un excellent congrès. Chers collègues et amis, mesdames, messieurs, je déclare ouvert le 118e congrès français de chirurgie.
Merci. Il m'appartient maintenant d'introduire par quelques mots notre invité d'honneur, qui est le professeur Jean de Kervas-Doué. Beaucoup d'entre vous le connaissent, car il a beaucoup collaboré avec le groupe de travail des chirurgiens hospitalo-universitaires que j'ai cité précédemment. Alors, il est professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers, à la chaire d'économie et politique de santé. Il est membre de l'Académie des technologies. Il est administrateur délégué de l'Institut Montsouris. Il a en fait une double carrière dans la santé. Beaucoup l'ont connu comme directeur des hôpitaux de 1981 à 1986. Il est le père du PMSI et de la T2A. Il a écrit une quinzaine de livres sur l'économie de la santé. Facette peut-être moins connue, il est aussi ingénieur des ponts et forêts et il a écrit 5 livres sur la critique de l'écologie. Monsieur Jean de Kervas-Doué,